13h30 exactement à Covier, où se déroule depuis hier le 133e pèlerinage de l'Église catholique. C'est l'heure de la messe médiatique à laquelle je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aussi et surtout à mes co-célébrants ici présents, les co-célébrants de cette messe, qui sont dans l'ordre de leur arrivée. Jules Ferry Agbo, il est analyste sociopolitique, président du mouvement Fort et Grand Intègre, et puis l'heureux élu du genre, ambassadeur du genre et développement 2021. Et puis à droite, il est à gauche, à droite, en tout bleu unir habillé, et à droite, mon frère et ami, Komi Maeba, il est le directeur de publication du journal et du site d'information Le Symposium. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour le plateau et bonjour à tous les téléspectateurs de l'AD qui actuellement sont branchés, qui nous suivent. Bonjour Jules, vous êtes analyste, je le disais, sociopolitique, président du mouvement Fort et Grand. Dites-nous comment va le mouvement. Bonjour monsieur Eric, bonjour chers amis, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation de cette messe de dimanche. Sincèrement, aujourd'hui, nous devons dire merci à Dieu. Nous sommes encore arrivés à un moment où nous devons continuer à se battre pour préserver ce climat de paix que nous avons durant un long mois. Sans oublier que nous rentrons dans une période électorale. Oui, et sur la période électorale qui nous donne des soucis en Afrique, nous prions Dieu à ce que ce climat de paix que nous avons depuis 2020 puisse rester intact jusqu'à ce que nous finissions les deux élections. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour avoir les détails sur la dernière actualité du mouvement Fort et Grand. Le temps pour moi de présenter le menu de cette messe. Le premier chapitre à égrener, c'est le COP 28 qui se déroule à Dubaï, en Arabie Saoudite, depuis une semaine. Qui sont les grands bénéficiaires de cette initiative? C'est la question que plusieurs se posent, y compris moi-même. Élections régionales et législatives annoncées pour au plus tard fin mars 2024. Le parti Unir s'échauffe. Certains partis de l'opposition posent des préalables. Fête de fin d'année 2023-2024, une timidité et une morosité remarquées dans les préparatifs. Situation sécuritaire au Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso déterminés à traquer les terroristes. Tous ces sujets à visiter en une soixantaine de minutes grâce à la collaboration technique de Messa Amouzou au cadrage et de Alexandre Tchalim à la diffusion. Je suis Eric Tanander, le prince héritier de la Guinée. Rebonjour chers invités, et je reviens vers vous, Jules, comme promis, pour avoir la dernière actualité du MFEG en 1 minute et demie. Ok, merci beaucoup monsieur Eric. Comme vous l'avez toujours su, le MFEG est là pour la mobilisation pour le compte du grand parti Unir, et que nous rentrons dans une phase un peu importante pour les deux élections à venir. Nous avons lancé officiellement les activités en janvier et les activités se poursuivent jusqu'à ce jour où hier même nous avons appuyé
le mouvement des femmes battantes derrière son excellent M. Florisseur Namiasingwe. Et les jours à venir, nous allons lancer la machine de mobilisation du MFEG. D'accord. Et c'est à compter de ce numéro et sur réclamation des téléspectateurs, ils pourront entrer en ligne 15 minutes avant la fin, je l'annoncerai, pour appeler, à poser leurs questions aux invités ou apporter leurs commentaires et appréciations. Ce sera au 90 13 36 65 90 13 36 65 pour soit poser des questions aux invités ou apporter leurs commentaires et analyses. C'est un vœu exprimé par les téléspectateurs et certains de très loin. Il y a quelqu'un aux États-Unis et un autre en Chine qui nous suivent à travers Facebook et YouTube et qui ont réclamé, qui ont souhaité partager le plateau de loin avec nous. Donc, le 90 13 36 65 sera à votre disponibilité, pas par les appels, mais par message WhatsApp ou message simple sur ce numéro que je viens de vous donner. Merci pour cet intérêt que vous voulez accorder à cette émission de près ou de loin. Comme je le disais plus haut, les chrétiens catholiques de Lomé et de ses environs, et pourquoi pas de tout le Togo, sont à Corvier. Ils sont en train de retourner d'ailleurs dans le Zion pour des prières intenses de fin d'année à Dieu. Vous seriez certainement là-bas si ce rendez-vous de la paroisse Bon Berger ne vous tenait pas également à cœur, n'est-ce pas? La preuve, j'étais d'ailleurs hier et la messe de ce jour m'a ramené et je serai encore en train de revenir. Alors, chers invités, une prière annuelle, que vous soyez chrétien, catholique ou pas, vous connaissez bien ce rendez-vous. Il y a sa 133e édition. Chaque année, les fidèles chrétiens catholiques se retrouvent pour remettre l'année passée, pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour l'année passée et se remettre entre ses mains pour l'année à venir. Alors, la question que je me pose, sans pour autant faire preuve de pessimisme, c'est de savoir est-ce que ces grandes campagnes de prière et de recueillement arrivent à purifier nos âmes et à nous apporter un confort spirituel et moral véritablement parlant. Je pense que c'est une question complexe. Aujourd'hui, quand vous allez la voir la tradition chrétienne, ceux qui prient souvent, ils vous diront que non, tout ce que nous faisons, ou même l'homme, l'être humain dans son ensemble, estime qu'il y a une force derrière qui conduit nos œuvres. Et donc, à chaque instant ou à chaque instant de la vie, il faut remettre à cette force-là. C'est cette tradition qui conduit les fidèles chrétiens et à chaque fin d'année à se remettre à lui, le très haut, pour l'accomplissement des œuvres qu'il a eu à diriger tout le long de l'année et en même temps exprimer le vœu que l'année qui va suivre soit une année comme meilleure. Donc, répondre à votre question par le fait que est-ce que ça a un impact, je pense que véritablement oui, parce que une force nous qui sommes ici, nous ne savons pas comment est-ce que nous sommes nés. C'est vrai qu'on est né scientifiquement de père et de mère, oui, mais notre évolution, puis notre évolution ou notre identité même n'est pas de nous. Et donc c'est en cela je dis que toute force qui génère en nous d'autres forces, véritablement ou constamment, nous pouvons imaginer qu'il y a une puissance ou une force quelque part qui nous dirige. Et donc, à chaque fois, nous allons nous remettre à cette force-là et vous dire que rien n'est encore conçu dans le monde dans un esprit du hasard. Il y a tout qui est préconisé. Et vous êtes philosophe, je ne vous en prends rien. Et donc, je pense qu'il y a toujours la chaîne ou le fil des années qui passe et nous voyons déjà beaucoup de situations qui se passent. Donc, nous nous remettons entre les mains du Seigneur, entre les mains du Christ,
pour que nos œuvres que nous arrivons à accomplir, bien que ce soit de nous, mais en même temps quelque part, c'est lui qui a voulu, ou c'est lui qui est l'initiateur ou l'instigateur de ces œuvres-là. Et donc je pense que c'est une force positive, c'est une rencontre de haut niveau et qui interpelle tous les chrétiens et qui sont croyants et ou qui disent non que ailleurs où nous sommes, il y a déjà Dieu qui existe et qui peut faire des efforts. Nous avons connu, vous savez que nous avons connu beaucoup de situations au cours de ces dernières années et qui à chaque fois que ça se passe, nous disons que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et donc pourquoi ne pas aller lui dire merci par rapport à ces grandes œuvres-là qu'il a accompli et qui nous protège également dans notre vie quotidienne. Tout à fait, comme le dit un pré-socratique, il y a une cause non causée qui a causé toutes les autres causes qui ne sera jamais causée. Cette cause, c'est Dieu. Jules, la question, je vous la pose. Je disais que la question que je me pose et que certains aussi se posent, sans pour autant faire preuve de pessimisme, c'est de savoir si ces grandes campagnes de prière et de recueillement arrivent véritablement à purifier nos âmes et à nous apporter un confort spirituel. Monsieur Eric, comme vous venez de le dire, nous ne pouvons pas défier Dieu, le Créateur. Parce que sans la prière, sans l'intervention de Dieu, l'homme n'a aucune force. L'homme n'a aucune puissance pour décider de ce qu'il peut faire aujourd'hui. L'homme peut proposer, mais sans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif fixé. Donc aujourd'hui, nous devons remercier les hommes de Dieu qui se battent aussi de leur côté pour que ce pays-là soit bien pour nous tous. La prière que nos fidèles catholiques viennent de lancer pour le pays, je pense que c'est une prière qui est destinée pour tout le peuple togolais. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, ça concerne tout le peuple togolais, de la tête jusqu'à... Ce n'est non plus seulement pour les catholiques. Non, c'est une prière générale. Donc, pour nous, mettons-nous toujours dans le même sens. Chaque jour que nous soyons à l'église ou quelque part devant nos petits dieux que nous adorons, nous puissions implorer la bénédiction du Tout-Puissant sur cette nation pour que cette union qui est entre les filles et fils du Togo puisse être toujours ainsi. Rien ne doit nous diviser, rien ne doit nous séparer, nous devons rester tels. Sans vous faire encore plus de rappel, vous devez savoir que le Togolais en général, que ce soit petit ou grand, de nature est intelligent, un homme de paix et ils sont sages. La maturité règne toujours au sein de tous les Togolais. Ce qui fait que ailleurs, que ce soit à l'étranger ou autre, on parle bien des Togolais. Que Dieu, le Tout-Puissant, qui est maître de notre destin, puisse toujours garder cette image que beaucoup apprécient des Togolais, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Le reste, pour ce qui concerne nos besoins personnels, c'est de manger 3 fois, 2 fois par jour. Donc, nous allons aussi implorer la bénédiction de Dieu sur nos dirigeants pour que Dieu puisse leur accorder les moyens nécessaires pour que tout ce que le peuple togolais aspire soit mis à leur disposition. Merci. Nous souhaitons donc bon retour à tous les pèlerins, sains et saufs chacun dans sa maison. Et merci à vous également pour cette prière que vous avez adressée à l'endroit de toute la nation à travers votre réponse à cette question. Venons-en à présent à l'évangile du jour, dont le premier chapitre est la grande rencontre sur les changements climatiques et la pollution de la planète à laquelle a pris part une forte délégation, rencontre donc à laquelle a pris part une forte délégation togolaise qui avait devant elle le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé. Celui-ci a, comme il sait toujours bien le faire, impressionné le monde entier par son discours à travers lequel il a partagé
les stratégies et les initiatives du Togo dans la lutte contre le changement climatique et la pollution et qui prouve que le Togo a suffisamment avancé dans ce domaine. Qu'en dites-vous, Meba, en tant que Togolais authentique, quand vous avez suivi tout le long de cette rencontre, les différentes communications et surtout la participation du Togo à cette conférence internationale, voire mondiale? Oui, et bien avant la rencontre de Dubaï, il y avait des activités préinitiées et qui ont réuni beaucoup d'acteurs dans le monde de l'environnement et qui sont réunis à formuler, à élaborer des projets, des stratégies pour une campagne réussie. Je pense que dans ce ordre d'idées, le Togo a fait des avancées significatives dans le domaine de la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Et donc, au sommet à Dubaï, le chef de l'État a émerveillé, comme vous l'avez annoncé dans votre libellé, a émerveillé plus d'un par l'éloquence de son discours qui, ma foi, situe les responsabilités de tous les dirigeants du monde en ce qui concerne le changement climatique. Aujourd'hui, vous savez que l'Afrique dans son ensemble subit justement ces effets de changement climatique parce que le grand pollueur n'est pas l'Afrique. Et donc, face à cette situation, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'implication de l'Afrique dans cette thématique-là. Et donc, au thème de ces questions, au nombre de ces questions, et quelle est la part qui est réservée, puisque COP 27, les sujets également ont été évoqués, et qu'on disait que l'Afrique devait être dédommagée par les grands pollueurs, notamment les États-Unis, la Chine et que sais-je encore. Et donc, aujourd'hui, la problématique est encore là, qu'on se dit, les efforts engrangés par la plupart des pays africains dans la lutte contre ce changement climatique-là, quelle est la part qui est réservée à l'Afrique. Et donc, l'Afrique, en général, et le Togo en particulier, fait des efforts dans ce sens-là, et que tous ceux qui sont concernés par ce changement climatique ou ces aléas sont interpellés et se posent des problématiques claires. Alors, qu'est-ce que les Africains ou le monde est en train de faire, puisque on dit par exemple que nous sommes à 1,1% de pollution mondiale. Et donc, c'est l'Afrique qui a ce taux-là, qui est plus faible par rapport aux États-Unis, la Chine et d'autres pays que vous connaissez. Donc, ici, les initiatives que le Togo a prises, particulièrement dans ce sens-là, ont émerveillé les grandes puissances qui sont connues et qui connaissent ou qui reconnaissent les effets pervers que leur production ou leur agissement, leur action impacte dans le monde dans son ensemble. Donc je pense que au terme de ces questions-là, il y a même des communications qui ont été passées, qui sont passées et qui met au centre des préoccupations mondiales les actions que le Togo fait particulièrement pour que ce phénomène-là puisse avoir des issues favorables. Et donc, c'est pourquoi je tiens à vous rappeler qu'en marge de ce sommet, il y a des conventions qui ont été signées. Il y a la structure MEA qui a signé un document pour l'extension du centrale photovoltaïque de Blita pour l'extension. Et donc, je pense que c'est en présence du chef de l'État, bien sûr. Donc, ça veut dire que les gens connaissent les efforts que le Togo mène dans ce domaine-là, et c'est pourquoi cette confiance-là est établie depuis un moment. Et donc, nous n'allons pas baisser la garde, nous allons continuer sur cette lancée-là et dans cette dynamique-là pour que ceux qui aspirent venir demain ou ce qui est en train de se faire en termes de développement aujourd'hui puissent s'inscrire dans cette logique-là. Donc, le Togo a fait des efforts, continue de faire des efforts, mais en même temps, l'Afrique doit se poser des questions en ce qui concerne sa participation dans ce domaine-là. C'est très essentiel. Oui, mais voilà, si bien dit, là, André, sur une des questions que je vais vous poser, Jules. Pendant que les COP se multiplient, on est au 28e ou à la 28e COP,
nombreux sont surtout ces Africains qui se demandent à qui profite cette initiative qui est, comme je l'ai dit, à sa 28e édition. À qui cela profite? D'accord. Est-ce que on va dire à qui ça profite? Ça ne profite à personne. Parce que la pollution, c'est un truc général. Et comme l'aîné vient de le dire, ce qui se fait à l'étranger touche aussi l'Afrique. Parce que nous devons comprendre que nous avons des pays qui sont aussi proches de ce phénomène-là. C'est-à-dire ceux qui produisent aussi dégagent assez de dégâts pour pouvoir polluer l'atmosphère. Pour ce qui concerne l'initiative, ce qu'il faut retenir dans ça est que quel est l'avantage tiré par les pays africains. C'est ça qui est l'essentiel. L'avantage, comme on l'a dit, on avait promis l'année passée de dédommager les pays. Est-ce que c'est fait? Voilà. La première question qu'il faut se poser. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour réduire cette conséquence-là qui agit sur toute la planète Terre? D'abord, il faut aussi voir les guerres qui se produisent de jour en jour dans différents pays. Ces armes-là aussi sont en train de polluer. Elles sont source de pollution. Oui, source de pollution. Si vous voyez tout ce qui se passe entre Israël et Hamas, c'est vraiment déplorable. Donc, aujourd'hui, nous allons juste prier à ce que les petites choses qui se passent entre nous les Africains, il faudrait plus que nous puissions augmenter des situations qui vont compliquer déjà la misère qui traîne sur le continent au sein de la population africaine, créer encore d'autres situations pour rendre malades nos concitoyens. Par exemple, aujourd'hui parlons de la pollution. Les étrangers qui viennent s'installer dans nos pays pour implanter des usines. Il faudrait que nos États africains prennent déjà des dispositions, puisque c'est pour ça qu'ils voyagent tout le temps pour cette initiative de COP et autres là. Donc, il faudrait que l'Afrique se réveille très tôt pour prendre des dispositions pour permettre à ce que ces entreprises ou bien usines qui viennent s'installer là nouvellement puissent respecter au moins le minimum pour nous protéger, parce que nous n'avons pas les moyens comme les Européens pour pouvoir s'en sortir si ces effets de pollution nous impactent. Donc, je pense que la meilleure des choses aujourd'hui dans cette initiative, pour un profit général de tous les peuples de la Terre, il faudrait qu'on repense autrement à la gestion de nos usines qui dégagent assez de pollution. Maïva, je reviens à vous. La lutte contre les changements climatiques et la pollution qu'on sort n'est-elle pas utopique dans un monde dominé par la science et la technique? Chaque jour, comme l'a dit Gilles, ne font que cracher les usines. Et qui dit usine dit dégagement de fumée et autres. On sait comment fonctionnent les usines. Allez dans la zone portuaire et vous me direz la vérité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment arriver à bout de cette pollution et de ce changement climatique un jour, malgré la volonté des uns et des autres? Est-ce que ce n'est pas une lutte un peu utopique? Bon, je ne dirais pas cela, mais je me dis qu'il faut commencer à penser sur des paradigmes, enfin, commencer au changement des paradigmes. Aujourd'hui, quoi qu'on dise avec l'évolution du monde, nous ne pouvons pas quand même vivre sans conséquences sur les effets que ce monde-là produit dans son sein. Donc c'est pourquoi nous disons, en même temps que nous aspirons à aller vers d'autres horizons, également, il y a d'autres défis qui accompagnent. Mais ce qui est important, c'est de réfléchir à comment des choses pour limiter un peu les dégâts collatéraux que cela pourrait engendrer sur le monde dans son ensemble. C'est pourquoi nous disons, je l'ai rappelé bien tantôt, que l'Afrique subit
les effets de changement climatique. Nous sommes victimes de ce phénomène-là. Les grands pollueurs, vous les connaissez. Et donc, c'est eux qui produisent. Bon, vous êtes sans savoir que les grandes usines ne sont pas des pays industrialisés. Donc, les grandes usines, les produits chimiques et tout ce que vous connaissez, ça vient de ces grands pays-là. Et donc, aujourd'hui, ça a été rappelé plusieurs fois que les Africains doivent avoir un taux, qu'on devait les donner par rapport aux effets que les grands pollueurs produisent, font subir l'Afrique. Donc, depuis lors, on nous fait prendre conscience des enjeux réels par rapport au comportement que nous devons adopter pour limiter ces effets-là. Et c'est vrai, le grand chantre de ce projet-là, c'est le Togo, puisque nous sommes cités en exemple. Moi, j'ai suivi beaucoup de documentaires par rapport aux efforts que le Togo fait dans ce domaine-là. Je parle de l'Afrique, ça n'a pas moins que ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes un exemple que beaucoup de pays africains doivent inspirer. Maintenant, quelle est la part, la part qui est réservée à cet effort que le Togo fait pour limiter ou pour endiguer le mal? Donc, je ne sais pas. Il ne suffit pas peut-être de vous dire vous êtes bon, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on vous accompagne dans cet élan-là, qu'on vous encourage à ce que ce comportement-là puisse avoir d'autres impacts ailleurs. Nous sommes allés, on est avec le président qui, ma foi, toutes les fois vous êtes, je tenais à le rappeler, comme Gilles le disait, Gilles Ferry le disait tantôt, je crois qu'au Togo, il y a un taux qu'on fait subir les productions que les grandes industries, enfin les industries produisent au Togo. Quand vous êtes à tel taux, il y a des limites, il y a des restrictions qui sont données par rapport à certains actes que vous devez poser. Donc tout ça là, il y a un respect total. Maintenant, quand nous prenons les grands pollueurs aujourd'hui qui nous accompagnent, qui nous appellent à nous associer dans ce projet, à ce projet-là, je pense que nous faisons plus que eux. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font concrètement pour que le monde, puisque vous avez la planète même, elle est un peu dans un tournant, parce que d'ici 30 ans, 50 ans, selon les prévisions que nous avons, si on ne fait rien, vous savez ce que nous voyons déjà avec les feux de brousse, avec les inondations, c'est lié à ce changement-là. Et donc, et même sur le plan climatique, nous sommes en décembre. En décembre, voilà le changement, justement, effectivement. Voilà. Donc, la saison particulièrement cette année, personne ne l'a compris. Donc, nous disons que tout ça là, nous subissons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous faisons ce que nous pouvons. Maintenant, les grands pollueurs, qu'est-ce qu'ils mettent devant pour freiner l'élan de ce phénomène-là? C'est le rythme ainsi. Maintenant, il ne suffit pas de nous appeler à des COP. Il ne suffit pas que les dirigeants aillent s'asseoir chaque année autour des thématiques importantes sans toujours prendre. Puisque quand on sort d'une COP, c'est le prochain COP doit avoir un impact, moins de problèmes. Maintenant, si nous n'arrivons pas à trouver des solutions ou à altérer dans ce sens-là, je pense que nous sommes en train de végéter ou faire, c'est verser l'eau sur le dos du canard. Donc, il faut véritablement qu'on ne soit pas toujours sur des COP, mais d'une COP à une autre, qu'est-ce qui a pu changer véritablement dans le vécu du monde? Et donc, à cette question, c'est les scientifiques qui doivent réfléchir sur la thématique. Les grands scientifiques doivent réfléchir comment, les universités, vraiment, les universités doivent réfléchir sur ces questions-là pour qu'on puisse élaborer un document qui soit clair. Et à tous les niveaux, les gens doivent avoir de respect pour que nous ne puissions pas, d'ici 50 ans, qu'on ne puisse pas dire que le monde ne va plus exister. Ce serait un peu compliqué. Oui, Gilles, vraiment, il a bien dit. Comment se fait-il, comment peut-on expliquer le fait que de COP en COP, eh bien, le problème du changement climatique devient de plus en plus crucial malgré toutes les initiatives ou tout ce qui se dit. Et je remonte à la question, mais l'a suffisamment abordé, le vrai ou les vrais bénéficiaires de ces rencontres, c'est qui? Ce sont les pays, les grands producteurs d'industrie, la Chine, les États-Unis, le Japon.
Et puis, bon, en Afrique, peut-être on peut citer le Niger, le Nigeria, oui. Mais à une proportion, est-ce que vous avez foi qu'on pourra en finir un jour avec ce changement climatique et la pollution? Ouais, sans hypocrisie, M. Eric, vous devez savoir qu'il y a toujours de l'injustice dans cette histoire. Prenons juste le cas de ces grandes puissances que vous venez de citer. Allez dans leurs usines et industries en Europe et voyez dans quelles conditions les employés se trouvent. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont traités par rapport aux conséquences de ce qu'ils produisent pour détruire l'atmosphère. Maintenant, venez encore en Afrique pour voir ces mêmes personnes qui viennent implanter des usines ici. Ouais. Comment est-ce qu'ils exploitent nos frères et sœurs? Comment est-ce que nos frères sont exposés? Donc c'est par là qu'il faut rejoindre ce que l'aîné vient de développer, que aller à COP, ça ne sert à rien si vous faites cette année, première COP, dépenser, faire venir les gens, les loger, manger, boire, et revenir encore sur le même sujet l'année prochaine, ainsi de suite. Je pense que ça ne sert à rien de déranger les gens pour ça, parce que les dirigeants africains ont suffisamment de problèmes qu'il ne faut plus en ajouter encore d'autres. Aujourd'hui, si nous parlons de cette stratégie, comment est-ce qu'on peut parler de dédommagement sans que la population touchée ne soit impliquée? Prenons juste en Afrique, là où ces blancs-là exploitent nos ressources. Les riverains crient chaque jour par les conditions de travail que ces usines ou bien ces responsables amènent dans la zone, polluant ainsi la population autour de cette zone-là, mais ils s'en foutent. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, nous devons maintenant réfléchir. Nous sommes au 21e siècle et les Africains d'hier ne sont plus les Africains d'aujourd'hui. Il faudrait maintenant que nos dirigeants prennent leurs responsabilités vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que quand vous voyez, par exemple, le Congo, Rwanda et Centrafrique, les guerres civiles entre ethnies autres là, c'est lié toujours à ça. Par exemple, une communauté qui dispose des ressources minières, l'autre ne dispose pas, mais on pollue ceux qui ne profitent en rien, même un franc. Vous pensez qu'eux ils vont dormir comme ça? Un petit matin ou un courageux de l'autre communauté qui ne bénéficie de rien mais qui est toujours touché par les conséquences de ce qu'ils sont en train d'exploiter peut se soulever et puis ça amène des guerres dans nos États. Il faudrait maintenant que nos décideurs puissent taper sur la table quand ils vont à ces rencontres. Et dire la vérité. Dire la vérité comme notre champion vient d'éclairer. C'est camarade. Il a été direct avec eux. Je pense que chez nous aujourd'hui, les dispositions qui sont prises ne vont plus permettre à ce que ces responsables d'usine-là puissent venir créer des situations qui vont frustrer les populations à s'en venir à des violences, à des manifestations qui vont encore toucher la vie quotidienne des Togolais. Disons que sur cette question, le Togo est largement en avance. Hein? Ah oui. Le Togo est en avance et le Togo n'a rien à apprendre des autres, plutôt il a à apprendre aux autres. La journée de l'arbre, instituée depuis 1977 oui. par et s'inscrit dans cette logique de la réduction de la régulation du climat. Et puis, c'est l'année passée, le gouvernement d'Obé a instauré une journée, ou du moins un projet de 1 milliard. C'est ça, non? Oui, 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et chaque année, on voit comment, même cette année, on a vu comment le gouvernement s'est investi là-dessus, les députés également. Et puis bon, voilà. On dirait que sur ce volet-là, l'Afrique est en avance et surtout le Togo. Oui, bon, c'est vrai que nous le disons, le Togo, par
exemple bon élève parfois en ce qui concerne le respect des règles internationales. Vous savez, la question, la problématique même est plus large que ça. Lorsque en COP, je crois, l'accord de Paris sur le climat, quand c'était passé, je crois, à Paris, où les États-Unis s'étaient exclus de cet accord, venez voir le boom que ça a créé à l'époque. Les gens se demandent comment un grand pollueur comme les États-Unis vont se soustraire d'une initiative de ce genre, que ça n'a jamais existé. C'était au temps de Trump. Trump s'est dit non, que c'est vrai, que c'est comme ça, il s'est soustrait. Donc les gens, il fallait forcément qu'on lui fasse la cour avant qu'il accepte de rentrer dans ce accord-là. C'est eux qui sont en train de détruire. Justement, donc moi je dis aujourd'hui, si le monde où les grands dirigeants du monde veulent qu'on trouve des solutions à ces problèmes, on en reviendra forcément. C'est comme on le disait à l'époque où les gens créent, les firmes pharmaceutiques ou bien les grands scientifiques créent parfois d'autres virus là pour intoxiquer le monde, pour diminuer les virus artificiels. Donc aujourd'hui, de mine de rien, si les gens, les scientifiques veulent corriger, apporter des solutions à ce problème, je pense qu'il est véritablement vrai. Et nous qui subissons les effets de ce phénomène-là, nous sommes plus respectueux que ceux qui en sont des éléments vecteurs, des vecteurs de cette situation. Donc, nous allons les interpeller. Chaque fois qu'on nous associe à ces rencontres, nous faisons ce que nous pouvons, mais eux aussi doivent jouer leur partition pour que le monde dans son ensemble puisse trouver sa stabilité. Plus ça migre, plus nous aussi nous subissons, parce que nous n'avons jamais connu ce que nous connaissons actuellement par rapport aux saisons. Et une saison continue, on ne sait même pas à quand la saison. On n'a pas pu constater les deux saisons, justement. Et actuellement, des disparités parfois. On ne vit plus, on ne vit plus. C'est un peu compliqué, mais il faut forcément que les yeux soient ouverts à tous les niveaux pour qu'on puisse apporter des réponses claires à ce phénomène-là qui devient plus dangereux que tous. Et surtout ne pas attendre un an ou un rendez-vous de COP. Ah oui. Franchement, que ça soit une lutte quotidienne. Et concertée, qui implique tous les pays. Ce n'est pas une affaire d'un seul pays, c'est une affaire de la planète. Alors, nous allons changer de sujet. On va attaquer le volet politique. Depuis l'annonce par le gouvernement lors d'un conseil des ministres des élections régionales et législatives pour au plus tard fin mars 2024, c'est l'éveil des consciences au sein de la classe politique. Si au sein du parti Union pour la République Unir, l'échauffement s'intensifie, c'est la tergiversation au sein de certains partis de l'opposition qui réveillent encore le vieux démon des préalables qu'on croyait définitivement partis. Alors, Gilles, est-ce que nous tendons vers le remake de 2018? Merci Eric, merci pour cette question. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit sincère. En se rappelant des élections de 2018, vous savez très bien dans quelles conditions cette élection a eu lieu, avec la crise de 2017. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, parce que après cette crise-là, et selon la maturité des Togolais, le calme, la patience des Togolais, ils ont compris que rien ne peut se faire dans les conditions précédentes qui ont conduit à cette élection. Aujourd'hui, prenons juste l'exemple de cette menace au nord du pays. C'est une affaire qui concerne tous les Togolais, sans exception de partis politiques. Nous rentrons encore dans une période électorale. C'est nos populations, nos frères et sœurs qui sont touchés au nord. Si un militaire tombe aujourd'hui, c'est toute une chaîne de famille qui est tombée. Si un citoyen perd la vie, aujourd'hui, dans le Pendjab, c'est toute une nation qui est touchée. Donc, aujourd'hui, pour ces deux élections qui sont en train de venir,
nous devons tout faire pour tirer des leçons du passé, des conséquences du passé qui sont à un niveau, c'est-à-dire dire que qui sont à la portée de nos mains, qui sont visibles devant nous. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un village, dans une commune, dans un canton, dans une préfecture, il faut d'abord chercher à comprendre ceux qui commettent des dégâts ne sont pas ceux qui sont au bureau, ceux qui sont aisés. C'est la population à la base. Maintenant, qu'est-ce que cette population-là cherche? C'est ce diagnostic-là que le parti Union pour la République est en train de faire depuis les élections de 2020, présidentielles de 2020. Vous allez voir que chaque temps, les responsables cadres aînés sont sur le terrain. Et ce n'est plus pour aller parler aux populations, mais c'est pour toucher les actions sociales de nos populations. Vous avez vu un passage du chef de l'État pour le Forum des agriculteurs qui a fait une tournée nationale. Après, vous avez vu un test de dépistage de ceux qui souffrent de cataracte et autres là. Les gens ont été opérés gratuitement, pris en charge gratuitement jusqu'à ce que... Aujourd'hui, nous sommes sur la phase de cancer de l'utérus des femmes et autres là. Et ça n'est sur la délivrance des actes de naissance des élèves qui n'en ont pas. Aujourd'hui, la population n'a pas besoin de ce qu'on vient leur donner l'argent chaque jour. Non, non. Il y a des petits trucs. C'est ces petits trucs-là que aujourd'hui le parti Union pour la République a posé sur la table. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher la population, pour se faire sentir en tant que responsable de partis politiques? Donc, nous devons inviter aussi tous les partis politiques à diagnostiquer le mal dans leur zone électorale pour pouvoir poser ces actes-là. Je pense que les Togolais n'ont pas besoin de X ou bien Y. Si aujourd'hui, M. Eric, nous arrivons à manger 3 fois, 2 fois par jour, ce n'est pas manger quantitativement, on veut manger en qualité. Ce n'est pas prendre un repas dans une bassine pleine et manger en qualité. Si les Togolais arrivent à manger 2-3 fois, est-ce que quelqu'un va parler de politique? Non. Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a des actions que le gouvernement et nos aînés sont en train de mener. Si chacun arrive à suivre les pas et laisser les polémiques, les préalables et autres là, nous touchons les points essentiels et nous allons faire de telle sorte que la frustration et surtout la haine puisse disparaître pour que nous puissions construire ce pays-là, main dans la main. Et surtout, M. Eric, nous devons prendre au sérieux cette période qui consiste à organiser ces 2 élections. D'abord, nous devons savoir que l'élection régionale, cela ne s'est jamais passé au Togo. Et c'est la première fois, si je ne me trompe pas, nous ne connaissons pas encore les contours et autres. La population ne maîtrise pas. Par exemple, les élections municipales qui se sont passées jusqu'à présent, ça fait presque 5 ans. Les gens se cherchent. Ils ne savent même pas pourquoi on doit collaborer avec la mairie, pourquoi on doit payer les taxes. Donc la population se cherche. Il faudrait maintenant qu'on prenne le temps de bien diagnostiquer et surtout de sensibiliser. Le second point, qui est toujours le nœud des conflits en période électorale en Afrique, que ce soit au Togo comme ailleurs, c'est le problème de choix des candidats, le problème de personnes. Dire que dans telle localité c'est Kofi, quelqu'un se dit si c'est Kofi là, n'allez pas. L'autre se dit si c'est pas Kodjo là, n'allez pas. Ça crée des frustrations et des tensions. Nous allons prier à tous les acteurs politiques de bien faire à ce que nous ne puissions pas vivre encore aucune crise qui va entraîner la vie de nos concitoyens. Parce que ce n'est pas ceux qui profitent de ces élections-là qui meurent, c'est des innocents, ceux qui n'en ont pour rien, ceux qui ne trouveront même pas un petit poste après ces élections-là, qui perdent leur vie. Donc, nous allons faire en telle sorte que tous les acteurs politiques puissent être honnêtes envers leurs
hiérarchie pour que vous ne mettez plus ce pays-là dans des problèmes pour créer une histoire de crise qui serait mise à la tête du chef de l'État, à la tête du gouvernement, à la tête des dirigeants. Non. Nous sommes censés vivre ensemble et nous sommes censés être ensemble pour construire ce pays. Tout à fait. Et dans l'amour, dans la fraternité et surtout dans l'unité. Très bien. Meba, vous suivez l'actualité politique de nos partis. UNIR s'échauffe à travers des actions que vient de citer Gilles Ferry. Vous-même, vous avez eu à parler de certains dans vos parutions. Oui. Pendant ce temps, vous avez écouté aussi le ballet politique. La danse de, je ne sais pas. Bon, le masque politique de l'opposition qui réclame encore des préalables. Qui pose encore des préalables. Et surtout, ce qui est aussi chose, vous la voyez encore, cette opposition, je vais dire, se chercher encore dans les conglomérats. Il y a des alliances encore, il y a encore des alliances. Tout ça là, bon, est-ce qu'on tend vers le remake de 2018, puisque c'était les symptômes qu'on avait connus. Ah oui, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je crois qu'il faut resituer le contexte. Le Togo, depuis un moment, a changé un peu la façon de faire dans la sphère politique. C'est pourquoi, ou c'est ainsi qu'il y avait un cadre qui a été créé qu'on appelait le CNAP. Oui. Et au sein du CNAP, on a réuni les acteurs politiques qui véritablement ont participé aux élections, je crois, aux 2 dernières élections précédentes. Et autour de cette CD, on ne parlait que politique. Le gouvernement ayant souci a élargi ce cadre-là et qui est revenu le CPC, le cadre permanent de concertation. Au sein de ce cadre-là, c'est les acteurs politiques qui se réunissent pour voir, poser ces préalables en principe devaient être pris en compte dans ce cadre-là. Alors, si entre-temps, certains délibérément, pour des raisons qui sont motivées par eux-mêmes, sont exclus du cadre, et qu'on annonce, puisque les acteurs... Bon, enfin, voilà, ce sont exclus, c'est ce que j'allais dire, ce sont exclus du cadre, voilà, d'accord. Ce sont exclus volontairement du cadre. Et maintenant vient poser des préalables. Or, en dehors du cadre de CPC, je crois qu'il y a un problème à se poser et répondant justement à votre analyse par rapport au soubresaut de 2018. Donc ici, je crois que les acteurs politiques aujourd'hui, s'ils ont la volonté de faire la politique comme les Togolais le veulent, ça ne devrait pas, à la veille de ces élections-là, poser problème. Nous avons connu de différentes crises. Le Togo a subi des crises, comme beaucoup de pays d'ailleurs. Covid-19, passant par Covid-19, la crise sanitaire, la crise sécuritaire, et même on n'a pas encore fini, puisque on est en train de mettre beaucoup de moyens dans la lutte contre la crise sécuritaire. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité socio-économique sont affectés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, l'échéance des parlementaires finit décembre, je crois le 30 décembre. Voilà. Donc, en principe, on devait aller aux élections avant cette année électorale. Donc, ça veut dire que les changements qui ont connu, que le Togo a connu, l'a permis d'abord de sauvegarder. C'est comme ce qui se passe au Mali, où on dit non, il faut aller aux élections. Aller aux élections n'est pas important. C'est comment faire pour que ces élections ne puissent souffrir d'aucune contestation ou d'aucun préalable comme les gens l'estiment. Donc ici, je pense que si les gens ont l'honnêteté politique d'aller vers ces élections-là, ils doivent quand même redistribuer les cartes, ils doivent revoir leurs cartes en posant un diagnostic clair. Est-ce que la volonté pour le gouvernement d'organiser ou la CENI d'organiser les élections est ou non? Oui. Du moment où en Conseil des ministres, il y a un décret qui a été pris pour dire qu'on organisera les élections, les 2 élections d'ailleurs, au plus tard, la fin du premier trimestre de l'année 2024. Ça veut dire que les armes doivent être affûtées à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on ne devait même pas attendre qu'on annonce
les élections avant que les partis politiques n'aillent sur le terrain politique. Donc, depuis longtemps que vous avez déjà créé votre parti politique et que vous savez que l'objectif premier que vise un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Constamment, qu'on ait annoncé un calendrier électoral ou non, vous devez d'abord anticiper sur cette question où aller ou ne pas aller. Donc aujourd'hui, la mauvaise foi, par exemple, quand je vois certains partis politiques ne pas les citer, en parlant de découpage électoral. C'est trop tard pour parler d'un découpage électoral pour aller à une élection. C'est trop tard. Donc c'est des questions sur lesquelles on devait revenir et les mettre parce que c'est un diagnostic qui est véritablement, à mon avis, qui est bien. On pouvait quand même repenser à ça. Mais n'empêchant pas cette année, parce qu'il n'y a pas un nouveau découpage électoral, on ne va pas aller aux élections. Cela voudrait dire que c'est une fuite en avant. Donc c'est là que nous disons, en tant qu'analyste, en tant que, avec l'œil du journaliste que j'ai, les recoupements que nous avons fait nous font croire qu'aujourd'hui, il y a un manque de sérénité, il y a de volonté politique aux acteurs des acteurs politiques, pour la plupart, pas aux acteurs, pour certains des partis, certains des acteurs politiques d'aller vers ces échéances électorales. Et dommage, parce que on le dit souvent, l'opposition est plurielle. Si un dit je ne vais pas, demain d'autres iront. Et on ne dira pas que parce que l'autre, il est emblématique, il est charismatique, quand il n'est pas là, les autres ne verront pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, sous même les élus locaux, les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, l'histoire tiendra que malgré toute la masturbation politique que les gens ont apportée, c'est eux qui ont pu apporter des réformes dans ce pays, avec la limitation du mandat présidentiel. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que la politique togolaise change de pas. Quand il n'y a pas quelqu'un, bon, on a eu à écouter cette chanson, quelqu'un laisse quelqu'un prendre, mais on n'en est pas là. Mais la question véritable que nous posons, les Togolais veulent quand même du renouveau dans la façon de faire la politique au Togo. Maintenant, ceux qui ne veulent pas aller, les gens sont naturellement forts aujourd'hui pour penser qui est serein, qui est bon à faire la politique dans ce pays-là. Il ne sert à rien de duper le peuple togolais. Le peuple togolais est suffisamment majeur et mature et pour pouvoir prendre des engagements, pour pouvoir aller choisir qui il veut, quand il veut. Ce n'est pas les acteurs politiques qui excluent les gens, c'est le peuple qui est librement choisi, enfin qui choisit librement ses dirigeants. Maintenant, à chacun des dirigeants de jouer son jeu politique et le peuple d'en décider. Maintenant, je suis conscient aussi aujourd'hui que avant d'aller à ces élections-là, il faut quand même se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, avec des acteurs politiques bien sûr. C'est pourquoi je le disais très haut que le CPC a été créé dans ce sens-là uniquement pour poser des questions électorales. Alors, il y a une CENI qui a été mise en place, il y a aussi un recensement qui a eu lieu, il y a eu des contestations, il y a le truc, comment on appelle-t-on, et la francophonie qui est venue faire l'audit du fichier. Il y a tout un armada d'actions d'actes qui ont été posés et qui montrent suffisamment que il y a une avancée significative dans l'action politique. Le découpage territorial, la reprise du recensement électoral, alors que le fichier électoral a été audité, exempt de toute irrégularité, le renouvellement de certaines institutions comme la Haute Autorité de l'Audiovisuel, la Communication, la Cour constitutionnelle, la CNDH, dont les mandats sont expirés depuis des mois et on se demande où étaient ces partis politiques. Et c'est maintenant qu'ils sortent de leur sommeil dogmatique, pour reprendre l'expression de Emmanuel Kant. Alors, on voit aussi naître des alliances. Jules, est-ce les bonnes cette fois-ci? Est-ce les bonnes alliances cette fois-ci? Car on a vu les codes 1, code 2, Arc-en-Ciel, collectif Sauvons le Togo, C14 et que sais-je encore. Qui n'ont jamais abouti, si ce n'est le PNP de Tipi Akadam, qui est venu bousculer un peu le baobab du parti UNIR en 2017, puis plus rien. Est-ce que là, les militants et militantes de ces partis d'opposition sont prêtes ou prêts, puisqu'il s'agit du thème militant, à accepter un éventuel boycott des élections de leur parti?
Merci, monsieur Eric. Ils ne risquent pas de s'affronter à leur propre part, militants. Tel que vous l'avez analysé, je pense que vous avez tout dit. Déjà, avant de revenir sur la question, prenons juste la dernière sortie du vieux et notre vieux papa, Monseigneur Pedro, qui est en train de dire qu'il a des choses à révéler. C'est dans ces erreurs... Qui se fait malheureux quelque part et qui demande le secours. C'est pour vous dire que les gens ont leurs raisons personnelles que nous ne puissions pas avoir l'occasion de connaître, de créer des histoires de manipulation pour travailler sur les esprits faibles, pour les induire en erreur, et après, eux se retirent, et c'est ces innocents-là qui paient le prix. Aujourd'hui, si vous parlez de cette question de coalition autre, est-ce que c'est la première fois que les acteurs politiques s'entendent pour se mettre ensemble et faire quelque chose? À la veille des élections. À la veille des élections. L'aîné vient de dire quelque chose. Est-ce que depuis 2018, 2019, 2020, est-ce qu'ils sont sur le terrain aux côtés de leur électorat? Ça, c'est une première question. On crée un parti politique, ce n'est pas pour dormir à la veille d'une élection. Et se réveiller à la veille d'une élection. Et on commence par faire les affiches pour montrer à la population que oui, UB existe, UC existe. Non, il faudrait être en permanence sur le terrain. Raison pour laquelle il faudrait être bien structuré et avoir les moyens nécessaires de sa politique. Les coalitions qui se créent chaque jour, de ce que vous avez cité, c'est quoi les Ce 14 ou 2 collectifs seront Togo. DMP, DMK, les deux existent. Est-ce que dans la mentalité des populations, est-ce qu'ils peuvent faire la part des choses entre DMK et DMP? Ça ne me regarde pas. L'essentiel est que le leader de DMK aussi est en train de planer une menace sur ces éléments de confiance. Donc, aujourd'hui, ça va dans l'avantage de l'autre DMP qui est aujourd'hui à la commande. Parce qu'eux sont présents sur le territoire en train de mener des actions. Donc, c'est pour en venir à ce que si nous n'arrivions pas à écarter dans notre esprit le problème de leadership, si c'est pas moi, les autres, ça ne passe pas. Vous allez voir que si on crée même une coalition jusqu'à la veille des élections même là, ce problème va encore se poser et vous allez voir encore de division à la fin. Et le résultat, nous avons toujours ces résultats-là. Lorsque vous ne vous entendez pas, attendez-vous à un résultat négatif. Donc, créer une coalition ou aller individuellement, c'est une question de responsabilité. Il faudrait que les gens se comprennent. Il ne faudrait pas que celui se dise c'est moi qui suis un grand leader, je dois avoir tel quota dans la coalition. Toi, tu n'as pas assez de poids, donc on te donne un demi. L'autre dit non, nous avons le même titre de parti politique. Ou soit, si ce n'est pas égal, on laisse tout tomber. C'est là où les choses échouent. Donc aujourd'hui, créer une coalition, c'est bien. Est-ce que la compréhension va dominer pour que les militants soient bien servis? Oui, servis. Vous avez aussi posé la question de savoir, est-ce que les militants ne vont pas sanctionner leur leader? Ça peut être vrai et que faux. Parce qu'en politique, rien n'est garanti d'avance. Vous pouvez voir Cordio aujourd'hui de ce côté, demain il se tourne vers là. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ça dépend des actions que vous posez envers ces militants-là. Aujourd'hui, si vous prenez aujourd'hui 100 jeunes, par exemple, à Lomé, qu'est-ce qu'ils vont évoquer comme problème? Problème d'emploi, problème d'entrepreneuriat et problème de papier, par exemple, naissance, nationalité et passeport qui traînent pour des gens. Les gens ne vont pas dire à leur leader, donne-moi l'argent, allez payer à manger. Non. Tous les jeunes Togolais veulent faire quelque chose. Mais comment est-ce qu'il faut entreprendre? Il faut les moyens, il faut la place. Aujourd'hui, ceux qui ont manipulé certains
et l'autorité a demandé à ce qu'on puisse dégager, par exemple, les conteneurs autres là. Il y a des jeunes qui ont soutenu ces personnes-là qui se trouvent aujourd'hui dans leur commune, mais ils n'ont pas eu pitié de ces personnes-là. Est-ce que vous savez, vous pensez que ce jeune qui vous a soutenu dans ces situations, aujourd'hui, le peu qu'il doit chercher à nourrir sa famille et lui-même, vous l'avez bloqué, aujourd'hui se retrouve dans la nature, est-ce qu'il serait content? Non, il ne serait pas content. Donc, aujourd'hui, pensons autrement. Le Togolais n'est plus un Togolais de 1600 et au 21e siècle. Tout le monde, que ce soit la diaspora, que ce soit à l'intérieur du pays, tout le monde a les yeux ouverts maintenant et regarde ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, changeons de comportement. On ne peut plus manipuler un Togolais que soi-disant promettre du paradis dans l'enfer. Mais votre avis me Oui, là-dessus. oui. Qui risque de se passer dans la mentalité des Togolais, et surtout des militants de ces partis, pas du tout les Togolais, qui, ma foi, ne savent plus à quel sens se vouer et qui sont dans l'impasse. Non, je crois qu'il y a un sérieux problème qui actuellement est posé. Parce que la question de 2018, non, les élections législatives de 2011 sont venues résoudre le problème de coalition au Togo. Du moment où on a eu la limitation du mandat, enfin, et les élections à 2 tours, la question de coalition ne devait pas se poser. C'est-à-dire que chaque parti devait travailler de son côté en tant que parti indépendant, en tant que parti responsable. Il travaille au 2e tour que les partis peuvent se mettre en alliance pour aller vers ce qui est pour s'il y a 2e tour. Donc cette question de parti politique en coalition, je pense que le Togo l'a expérimenté, les acteurs politiques l'ont expérimenté depuis un moment, mais on n'a pas arrivé à un seul moindre résultat. Conséquence, c'est que chaque parti se crée avec une ligne politique bien définie. Ce serait difficile que du jour au lendemain, à la veille des élections, que vous puissiez vous mettre ensemble pour vous entendre sur vos objectifs, parce que chaque parti a une vision, et les visions ne sont pas les mêmes. Et donc, du moment où vous venez, le problème de leadership va se poser, mais qui est le plus grand parti, tout ça, ça va se poser. Malheureusement, il faut quand même que les gens comprennent que c'est qu'on a trop facilité les tâches aux partis politiques. Enfin, le Togo a trop de tests faciles pour permettre aux gens de créer des partis politiques. Parce que, c'est vrai, je le dis ailleurs, c'est pas comme ça. Pour créer un parti politique, il faut avoir des moyens. Il faut avoir les moyens. Il faut se dire que tu as les capacités possibles pour pouvoir diriger le pays. Les gens créent des partis politiques dans leur maison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une nouvelle loi l'interdit. Il faut d'abord un local, enfin, un siège en bonne du forme avant d'être chaud. Mais ces questions aujourd'hui, je vous le dis, c'est un véritable casse-tête pour les Togolais. Comme vous l'avez dit, les gens sont désemparés, ne savent pas. Ça a été sanctionné d'ailleurs en 2000, je crois en 2000, les élections de 2020 l'ont véritablement montré. Ceux qu'on pensait que c'était des grands partis politiques sont revenus les derniers partis politiques. Donc ça veut dire que le peuple togolais n'est plus dupe. Il réfléchit, il s'est posé son pas où on ne le manipule pas comme on l'avait pu le manipuler depuis un moment. Et donc aujourd'hui, cette question est en train d'être résolue d'une manière ou d'une autre. Et les gens sauront qui est bon, qui n'est pas bon dans les urnes. Ils savent déjà, dans tous les cas, on attend le soir des élections pour pouvoir définir qui est véritablement bon aux yeux du monde, que chacun a présenté son programme de campagne. Mais nous n'allons pas, quand même c'est la politique, il faut une animation politique. On ne va pas décourager quelqu'un. Les gens doivent aller dans le lent, peut-être pouvoir dire qu'un jour, aujourd'hui n'est pas bon, demain je peux être président de la République. Mais on ne le politique pas. Aujourd'hui, le fauteuil présidentiel, c'est quelque chose qu'on prépare depuis des ans et c'est un destin. Et vraiment que nous excluons donc de la mentalité que ces histoires de préalable et pour se mettre au travail. Nous sommes à 2 semaines, nous sommes déjà dans les arrêts de juin, nous sommes jouons avec l'intelligence de la technique. Nous sommes à 2 semaines des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. Et qu'observez-vous autour de vous, mais oui. Les fêtes se préparent. Non, moi particulièrement, je ne sens pas. Ça, il faut pas avoir la langue de bois pour le décrire. Moi, je ne vois pas
Sincèrement, je viens de Kara il y a cela, je crois hier seulement je suis descendu de Kara, j'ai fait à peine une semaine là-bas. En tant que journaliste également, j'ai essayé de titiller des gens par rapport au comportement à la veille des fêtes que nous connaissons d'habitude, mais je vous assure qu'aujourd'hui la préoccupation, ce qui reste dans la tête des Togolais, ce n'est pas encore les fêtes. Bon, la question se pose, pourquoi cela? Et pourquoi cela? Moi, je le situe sur deux angles. Hein. Le premier, c'est parce que les gens, au vu des événements qui se sont produits, ne se retrouvent pas pour le moment. Parce qu'il y a plus de situations. Quand vous arrivez vers le nord du pays, c'est là que vous allez sentir les effets pervers de la crise sécuritaire qui les gens sont restés toujours dans les frissons. Les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Il y a aussi il y a un phénomène de morosité absolue parce que les choses n'ont pas fonctionné comme cela, même dans les institutions républicaines, enfin dans les institutions de l'État. Il y a aussi les fonctionnaires aussi qui se plaignent pas mal de l'appurement de leur budget qui n'ont pas été faits comme cela se doit. Et donc c'est actuellement que les choses se reprennent, mais constater de façon générale qu'il y a une morosité dans les préparatifs de cette fête. Mais comme on le dit souvent, quelle que soit la physionomie de la bête, la fête belle aura bel et bien lieu. N'est-ce pas, Gilles? Je crois que vous avez déjà acheté votre chèvre. Monsieur Eric, aujourd'hui, comme Lenny vient de le dire, le problème des Togolais, que ce soit jeune, vieux, vieille, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête. Ah, ouais. Prenons juste la crise de 2017. Covid-19 vient de s'ajouter autre. Déjà, à partir de la crise de Covid-19, là, les dettes que les entrepreneurs, les commerçants ont jusqu'à présent avec les banques, les crédits, les gens la tête vraiment carrément dans l'eau. Ce n'est plus des soucis de fête qui préoccupent les gens. L'école vient de commencer. Il y a aussi la rentrée. Il faut payer les crédits. Et maintenant, les marchandises que certains ont commandées dans le temps, qui sont périssables, sont bloquées et c'est détruit dans le moment de Covid. Là. Donc, toutes ces dettes-là sont sur la tête des gens. Vient s'ajouter nos entrepreneurs qui ont pris des chantiers. Ah oui. Actuellement, les chantiers qui sont abandonnés dans tous les coins parce qu'il n'y a pas les moyens. Il faut exécuter les chantiers avant que l'État ne paye. Ceux qui ont pris des petits marchés dans les communes et autres n'arrivent pas à livrer parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Et dans les banques, ce que les banques aussi demandent pour garantir parce qu'ils savent que les gens n'ont pas l'argent. Ils prennent l'argent des clients pour donner à un individu qui va aller payer un véhicule, aller prendre un billet, aller vivre en Europe, faire sa vie, revenir et puis commencer par soulever ses petits doigts pour dire que et prolongez-moi un peu l'échéance et autres là. Il va faire comment? Donc faites un tour de Lomé jusqu'à 5 ans, c'est pour voir combien de chantiers qui sont restés comme ça dans la nature. C'est parce que les gens n'ont pas les moyens pour pouvoir exécuter ces chantiers-là. Les commerçants, nos mamans qui sont au marché. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes presque à la fin de l'année et les microfinances qui les ont accompagnés doivent aussi doivent récupérer l'argent pour faire aussi leur bilan. Ce qui veut dire que petite économie que ces dames-là ont été déjà ramassées déjà dans le mois de novembre. Et nous sommes en décembre aujourd'hui. Ce qui fait que les gens sont totalement à plat. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui crie j'ai l'argent, il y a même pas. Personne n'a plus les moyens. Une personne qui est dans les bonnes situations se débrouille là. Aujourd'hui, on n'a rien dans la poche. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes en train de survivre en attendant. Pour dire que si 2024 peut apporter peut apporter un vent qui peut changer le quotidien des Togolais. Donc, prions à ce que la situation d'aujourd'hui puisse changer. La meilleure richesse, c'est la santé. Prions pour que la santé soit au rendez-vous. On est à la fin, mais juste ce lancement sur ce qui se passe au Sahel. Goïta du Mali, Tiani du Niger et Traoré du Burkina Faso n'entendent pas baisser la garde face aux terroristes qui sèment la terreur et la désolation sur le continent africain en général et au Sahel en particulier.
pas une seule semaine ne passe sans qu'on apprenne, heureusement, qu'ils ont neutralisé des terroristes. Faut-il dire que ces présidents sont en train d'honorer leur engagement vis-à-vis de leur peuple, parce qu'à leur élection, à leur coup, à leur putsch, ils avaient dit devant Dieu et devant les hommes que c'était parce que les prédécesseurs n'arrivaient pas à résoudre les problèmes du terrorisme, de la crise. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train d'honorer leur engagement? 1 minute chacun. Ça fait alors 2 minutes. Ah oui. Amouzou est en train de nous faire signe. Non, je vais moins qu'une minute pour dire que aujourd'hui, ces présidents qui sont arrivés au pouvoir, là, les pouvoirs de transition, là, sont venus pour une mission. Et cette mission, je crois ils sont en train de l'accomplir dans sa plénitude. Quand vous voyez de peu avec un moment, l'arsenal qu'ils ont pour aller faire face à ces personnes-là, ces ennemis incontrôlés, je pense qu'ils sont en train de réussir le pari qui est véritablement, qui approuve l'intérêt de ces pays-là. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme ne doit pas être seulement l'apanage de ces 3 pays, mais ça en train de faire une migration. Nous aussi Africains, nous aussi Togolais, nous faisons notre part de responsabilité et nous pouvons quand même aider à ce que ce phénomène-là soit éradiqué totalement sur le sol africain et particulièrement au Sahel. Voilà, Jules, est-ce que Tiani, Traoré et puis Goïta sont en train de montrer à leur peuple qu'ils tiennent à leur promesse? Le trio sahélien sont en train de montrer au monde entier que l'honnêteté, fidélité, loyauté sont des valeurs très capitales pour un Africain. Et je rends un hommage mérité et d'honneur à notre chef de l'État, son excellence monsieur le grand médiateur, qui joue aujourd'hui un rôle de parrain de ces pays sahéliens. Donc, la sagesse n'a pas besoin de l'âge, n'a pas besoin de richesse, mais c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te donne une sagesse et que les hommes honnêtes reconnaissent que celui-ci a du talent, raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde court vers lui parce qu'ils ont confiance en elle. Je demande à Dieu le Tout-Puissant de lui donner plus de sagesse, plus d'énergie nécessaire surtout et la santé pour qu'il puisse arriver à l'objectif fixé. Parce que la paix dans le Sahel est notre paix aussi. Si le Sahel est en feu, nous serons en feu. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique et félicitations à notre chef de l'État qui est sollicité un peu partout au regard de sa diplomatie pour la paix et tout ce qu'il fait. Et c'est sur ces notes que s'arrête notre rendez-vous de la messe de ce jour. Et nous vous remercions sincèrement. Vous m'excusez de ne nous avoir pas rappelé pour vos messages. Ceci, le débat était vraiment houleux. Et donc, voilà. Bon, une pause, voilà. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, chers invités. Et bon retour chez vous. Bon retour sain et sauf aux pèlerins. Je crois qu'ils sont déjà tous repartis. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Merci à Mouzou et puis Alexandre Tchalim. Meba Kwami, merci pour votre disponibilité. Merci. Directeur de publication du journal en double parution, Symposium, en papier et puis en version électronique. Et merci à vous également et bon retour chez vous, cher ami Gilles Ferry. Vous devenez consultant d'ailleurs de cette émission. Et merci aussi pour ce que vous faites, pour ce que vous faites dans votre domaine. Vous connaissez bien et félicitations. Que Dieu vous inspire encore davantage. Alors, vous direz bien des choses à la jeunesse de ma part. Mais avant de nous séparer, je voudrais qu'on partage cette pensée de feu Thomas Sankara, à qui son papa disait, je cite, il dit: mon père me disait toujours,
On dépend des plus grands, mais on a toujours besoin des plus petits. Quand l'inondation arrive, le poisson mange des fourmis, et quand les inondations se dissipent, les fourmis mangent du poisson. Seul le temps compte. Pour faire du savon, l'huile est nécessaire, mais pour nettoyer l'huile, le savon est nécessaire. C'est l'ironie de la vie. Personne n'est autosuffisant. Tout le monde a besoin de quelqu'un à n'importe quel moment. Ne méprisez pas et ne traitez pas les gens d'une mauvaise manière. C'est le conseil de papa de Thomas Sankara, à lui, Thomas Sankara, que nous avons bien voulu partager. Lui-même avait repris ça lors de son discours d'investiture que nous avons voulu partager avec vous. Ça peut vous inspirer, et c'est sur ce conseil, et ce sage conseil que prend fin. Donc, cette messe, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la grâce de Dieu. Et portez-vous bien, bonne fin et bon début de semaine à toutes et à tous.